Le 10 mars 2021, la société Roblox Corporation a fait son introduction en bourse. La capitalisation de l'entreprise s'élève à 45 milliards de dollars. Et comme c'est une entreprise du domaine du jeu vidéo, on pourrait comparer cette capitalisation à Electronic Arts, qui est un géant du domaine, qui existe depuis les années 80 et qui est valorisée, elle, à seulement 37 milliards de dollars. Pourtant, contrairement à Electronic Arts qui développe des dizaines de jeux dont des franchises à succès comme Mass Effect ou FIFA, Roblox Corporation n'a qu'un seul jeu dans son catalogue, et en plus, ce jeu est gratuit. Ce jeu il s'appelle logiquement Roblox. Il est probable que vous n'en ayez jamais entendu parler parce que Roblox, c'est surtout un jeu pour les enfants. Mais avec 199 millions d'utilisateurs mensuels, ce jeu pour enfants a plus d'utilisateurs mensuels que Fortnite. Aux États-Unis, un enfant sur deux joue à Roblox. Mais là où ça devient plus subtil, c'est que les ambitions de Roblox vont bien au-delà du jeu vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Roblox a une chance de devenir une entreprise aussi importante dans nos vies que Facebook et Amazon. En 1989, David Baszucki et Eric Cassel, les futurs cofondateurs de Roblox, travaillent sur Interactive Physics, un logiciel de simulation physique pour la salle de classe. Le logiciel permet de construire des objets et de spécifier des règles qui vont se comporter de manière réaliste, par exemple au niveau des collisions. C'est un programme qui va être utilisé dans les classes scientifiques et pendant un temps, même la NASA va s'en servir. C'est ce succès qui va donner à David Baszucki l'idée de Roblox. Quand Roblox sort en 2006, ça ressemble à un jeu de Lego virtuel. Les personnages ont des têtes jaunes, il y a des picots dans le sol et les décors. Bref, on se demande pourquoi Lego leur a pas fait un procès. Les graphismes vont évoluer, mais la filiation avec Lego se voit encore aujourd'hui. Et ce choix esthétique, c'est pas un hasard. Dès le départ, Roblox a été conçu comme une boîte de Lego géante. Vous pouvez construire tout ce qui vous passe par la tête, inventer des histoires et tout casser. Donc c'est exactement comme quand vous étiez petit et vous jouiez au Lego dans votre chambre. Mais bien sûr, quand un enfant joue au Lego dans sa chambre, il est limité. Il est limité par la quantité de Lego qu'il possède, il est limité par le nombre de gens qu'il peut inviter, parce que il faut faire rentrer tout le monde dans la maison de ses parents, c'est pas possible. Maintenant, sur Roblox, vous avez une boîte de Lego qui est quasiment infinie. Et comme il peut y avoir 700 joueurs sur le même serveur, à moins que votre gamin y soit vraiment extrêmement social, a priori, il peut inviter tous ses copains à jouer avec lui. Cette dimension sociale, c'est le point commun clé entre Roblox et les autres jeux à succès chez les enfants de ces dernières années, comme Minecraft et Fortnite. Dans ma vidéo sur Fortnite, sur la chaîne principale, on avait vu que Fortnite, c'est l'équivalent moderne des skateparks. C'est un lieu où les ados se retrouvent pour traîner ensemble, loin des parents. Et ça, c'est pas encore le seul point commun entre Fortnite et Roblox. On remarque aussi que les deux jeux sont gratuits et sont donc financés par des microtransactions, notamment l'achat d'objets et esthétiques pour personnaliser votre personnage. Et finalement, c'est des jeux qui ont été largement popularisés par le contenu créé par l'utilisateur, notamment sur YouTube et Twitch. Mais c'est au niveau de ce contenu généré par les utilisateurs que Roblox diverge complètement de Fortnite. Dans Fortnite, les streamers génèrent du contenu en jouant au jeu. Comme chaque partie est différente, chaque stream va être différent. Et bien sûr, Epic Games va sortir de nouveaux costumes, va sortir des nouvelles saisons qui permettent de renouveler le jeu et de garder une dynamique sur le temps. Mais fondamentalement, dans Fortnite, vous n'avez pas la possibilité de modifier le jeu en lui-même. Ce qui fait qu'à l'exception d'événements comme le concert de Travis Scott, l'intégralité des contenus qui sont produits autour de Fortnite sont des parties de Battle Royale. Pour le dire autrement, sur Fortnite, on joue à Fortnite et rien d'autre. Mais sur Roblox, il y a tout un catalogue de jeux. Sur une page qui ressemble étrangement à l'App Store, Roblox vous propose des dizaines de jeux différents. Ou plutôt, un chouïa plus que des dizaines. Parce qu'il y a 18 millions de jeux, pour être exact. Dans ces jeux, vous allez pouvoir retrouver tous les genres imaginables. Vous avez des jeux de plateforme, des jeux de gestion, des jeux de tir à la Counter-Strike, et même des Battle Royale à la Fortnite. Donc en fait, il ne faut pas comparer Roblox à Fortnite. Il faut comparer Roblox au moteur graphique de Fortnite, qui s'appelle le Unreal Engine. Unreal Engine, c'est un moteur graphique développé par Epic, qui sont les créateurs de Fortnite. De nombreux jeux allant de Mass Effect à Mortal Kombat utilisent ce moteur en échange de royalties. Et bien sûr, Epic l'utilise eux-mêmes dans leurs propres jeux, dont Fortnite. Mais même si ce moteur graphique se télécharge gratuitement et facilite grandement le travail des développeurs qui l'utilisent, ça reste un outil complexe qui n'est pas accessible à la moyenne des gens. L'innovation de Roblox, c'est d'avoir créé leur outil, le Roblox Studio, de l'avoir mis au centre du produit. Évidemment, c'est impossible pour une seule entreprise de créer 18 millions de jeux. Mais elle peut développer le moteur pour créer ses jeux et la plateforme pour les diffuser. C'est un vrai avantage parce que les tendances sur le marché du jeu vidéo, elles changent vite. Mais Roblox peut compter sur ses millions de développeurs indépendants pour créer une version Roblox de n'importe quel jeu à succès et pour innover sur de nouveaux formats. Donc si on veut aller chercher une analogie qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais peut-être pas, Roblox est au jeu vidéo ce que YouTube est à la télé. C'est une plateforme et un agrégateur, et non pas une chaîne de télé ou un jeu particulier. Et comme pour YouTube, vous avez une partie des créateurs de contenu qui se professionnalisent. D'ailleurs, la direction de Roblox entend bien encourager cette professionnalisation. Par exemple, le côté social est utilisé par Roblox Corporation comme argument pour inciter à la création de contenu. Sur la page d'accueil destinée aux développeurs, on peut lire « La plateforme Roblox a un avantage unique. Son tissu social de 30 millions d'utilisateurs quotidiens qui profitent de presque 2,5 milliards d'heures d'engagement chaque mois. » Mais le meilleur argument pour convaincre les développeurs, c'est l'argent. Et les meilleurs créateurs de contenu sur Roblox gagnent plus de 2 millions de dollars par an grâce aux achats in-game.
Donc avec ça, le bac à sable du début est devenu une place de marché. Roblox héberge toute une économie. Bien sûr, ça commence par la monnaie virtuelle de la plateforme qui s'appelle le Robux et qui peut s'acheter avec du vrai argent. Pour 9,99$ ou 9,99€ parce qu'apparemment c'est comme ça que fonctionnent les conversions, vous pouvez acheter 800 Robux. Ou alors vous pouvez vous abonner pour 10$ par mois et recevoir 1000 Robux par mois. Je me demande d'ailleurs combien de gamins demandent à recevoir une partie de leur argent de poche de cette manière. Donc on comprend assez facilement que le but pour Roblox et pour les développeurs, c'est d'amener les joueurs à dépenser leurs Robux pour devoir en racheter avec une carte bleue. Et le moyen le plus évident pour dépenser vos Robux, c'est que même si la plateforme elle-même est gratuite et beaucoup de jeux sont gratuits, d'autres développeurs peuvent choisir de mettre un ticket d'entrée sur leur jeu. Et c'est une pratique qui est encouragée par Roblox puisque à la question « Pourquoi devrais-je faire payer l'accès à mon jeu ?», la FAQ du site répond « Pour gagner plus de Robux ». Hey look, in the sky, it's Captain Obvious! It's Captain Obvious! Yes! Le ticket d'entrée pour un jeu Roblox payant peut se situer entre 25 et 1000 Robux, soit entre 31 centimes et 12,5$. Donc par exemple, pour 95 Robux, vous pouvez jouer à Emergency Response Liberty County, qui est un jeu de rôle / simulateur de police. 95 Robux, ça fait environ 1,25$, donc c'est un tarif qui est assez dérisoire. Mais comme le jeu apparaît dans les favoris de plus de 850 000 utilisateurs, on peut déduire que le jeu a rapporté plus d'1 million de dollars à la plateforme. Mais ça reste une manière assez limitée de monétiser un jeu. D'abord parce que le prix d'un jeu payant est plafonné à 12,5$, parce que c'est un achat unique, et parce qu'il y a plein de jeux gratuits sur Roblox avec lesquels vous êtes en concurrence. C'est pour ça que le cœur de la monétisation sur Roblox, ce n'est pas les tickets d'entrée, c'est les Game Pass. Les Game Pass, ça débloque des contenus exclusifs, un peu à la manière d'un DLC, sur les consoles ou sur PC traditionnels. Par exemple, dans Emergency Response, vous pouvez acheter des véhicules personnalisables, des maisons et des armes. Le prix de ces Game Pass est également assez bas, ça va de 1 à 9$, mais on a vu qu'Emergency Response a quasiment 1 million de personnes qui ont acheté le jeu. Donc le marché potentiel est significatif. Et globalement, ce qu'il faut comprendre sur le marché des microtransactions, c'est que la plupart des joueurs ne dépensent pas grand chose, mais il y a une minorité qui génère la majorité des revenus. Et quand je dis minorité, c'est vraiment une minorité de chez minorité, on parle de moins de 1% des joueurs. Par exemple, VentureBeat cite une étude qui annonce que 0,15% des joueurs mobiles génèrent jusqu'à 50% des revenus. Et il y a un terme pour ces 0,15% de joueurs qui dépensent gros, les développeurs de jeux mobiles appellent ces joueurs les baleines. Dans le cas de Roblox et de ce jeu en particulier Emergency Response, les baleines doivent aussi être en rendez-vous ici, vu le tarif des Game Pass. Rappelez-vous que l'achat du jeu lui-même coûte seulement 95 Robux, mais une simple mitraillette en coûte 175, soit quasiment le double. Et une panoplie du SWAT coûte 740 Robux, soit quasiment 8 fois le prix du jeu d'origine. Donc si l'ensemble des tickets d'entrée sur Emergency Response est aux alentours de 1 million de dollars, on peut supposer qu'il y a encore quelques millions de dollars de chiffre d'affaires qui sont générés via les Game Pass. Et tout ça, il faut le rappeler, avec un jeu qui est essentiellement une version faite maison de GTA. C'est assez remarquable. Et ça, c'est qu'un exemple, parce que Emergency Response, c'est même pas le jeu le plus populaire sur Roblox. Prenez par exemple Work at Pizza Place, qui a presque 10 millions d'utilisateurs et qui cumule près de 3 milliards de visites. Le but du jeu, c'est de travailler dans une pizzeria et vous pouvez occuper différents postes, caissier, pizzaiolo, livreur. Quand vous jouez au jeu pour la première fois, vous recevez une maison, qui est évidemment un peu nulle et un peu vide, ce qui vous incite à dépenser votre argent pour décorer cette maison. Donc on peut décrire Work at Pizza Place comme un croisement entre les Sims et un simulateur de pizzeria. Quand vous travaillez dans la pizzeria, vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé en Robux, qui est la monnaie de Roblox, et qui est échangeable en vrai argent. Vous êtes payé dans une monnaie qui est propre à Work at Pizza Place, qui s'appelle la Moneys. Vous pouvez alors utiliser votre paye de pizzaiolo pour décorer votre maison. Mais là où ça devient encore plus mindfuck que le scénario de Tenet, c'est que parmi les Game Pass de Work at Pizza Place, vous pouvez acheter un pass VIP pour un peu plus de 12$, qui a pour effet d'augmenter votre salaire en Moneys de 50%. Donc vous dépensez des dollars pour acheter des Robux, qui vous permettent de gagner encore plus de Moneys, pour décorer votre maison dans un simulateur de pizza virtuel. Le jeu propose une douzaine de Game Pass différents. Vous avez un scooter pour livrer vos pizzas plus vite, jusqu'ici c'est assez logique, mais aussi un deltaplane, ce qui est tout de suite beaucoup plus stylé. Vous pouvez acheter un téléporteur qui vous téléporte automatiquement dans la chaise du manager dès qu'il quitte son job, ce qui serait assez utile dans la vie réelle et représente une vraie aubaine à seulement 80 Robux. Ça va jusqu'à un manoir qui coûte 2300 Robux, soit presque 30$, et même un domaine de propriétaire à 4200 Robux, soit plus de 50$. Encore une fois, on comprend que ce genre de transaction cible les fameuses baleines, qui représentent une minuscule fraction des joueurs, mais une majorité du chiffre d'affaires. Donc même si on ne sait pas quel pourcentage de joueurs achètent des passes et pour quel montant, avec 10 millions de joueurs, on peut être assez optimiste pour les revenus des développeurs. Et encore, Work at Pizza Place, c'est pas le jeu le plus fréquenté de Roblox, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le jeu numéro 1 sur Roblox, c'est Adopt Me, un jeu de collection d'animaux qui totalise 20 millions de joueurs et 20 milliards de visites. Adopt Me n'a pas d'accès payant, mais il propose une quinzaine de Game Pass, compris entre 1 et 20$. Donc je vous laisse faire vos calculs à la maison.
Et donc avec tout ça, il est arrivé ce qu'il devait arriver, les médias parlent d'adolescents millionnaires. Par exemple, CNBC annonçait dès 2019 que Alex Balfons, qui avait créé le jeu Roblox Jailbreak pendant qu'il était au lycée, avait déjà gagné plus d'1 million de dollars avec le jeu. Mais on connaît les médias et leur soif pour ce genre de titres. La réalité est bien sûr plus compliquée que ça, parce que sur les 8 millions de développeurs revendiqués par Roblox, il y en a seulement 345 000 qui monétisent leur jeu. Et sur ces 345 000, certaines sources disent que seulement 29 ont dépassé le million de dollars de revenus sur l'année 2019, et seuls 3 auraient passé le cap des 10 millions de dollars. Une des raisons de ça, c'est le modèle économique de Roblox. 10 dollars vous achètent entre 800 et 1000 Robux selon la formule. Disons 1000 pour simplifier. Ensuite, vous dépensez ces Robux dans le jeu d'un développeur. Le développeur a maintenant une pile de Robux. Bien sûr, ça ne va pas payer son loyer ou le salaire de ses équipes, donc il veut convertir ses Robux en dollars ou en euros, etc. Mais le taux de change dans ce sens-là est très différent. Les 1000 Robux du développeur sont convertis par Roblox en 3,5 dollars. Donc au total, sur le circuit, Roblox a capté 65% de la valeur. Ce qui veut dire que pour faire 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, il faudra amasser 300 millions de Robux, soit environ 3 millions de dollars dépensés par les joueurs dans vos produits. Bien sûr, les 65%, c'est pas tout bénef pour Roblox. Il y a les frais de transaction et il y a les coûts de développement de la plateforme. Dans un schéma intitulé Où va l'argent, Roblox explique qu'environ un quart de l'argent dépensé va à payer les commissions des différents App Store, un quart sert à maintenir la plateforme, un quart va aux développeurs et un quart va à Roblox. Même vu de cette manière, c'est assez généreux pour Roblox, puisque même une fois qu'on a déduit les coûts de la plateforme, il génère autant de marge que le développeur lui-même, soit une commission d'environ 50%. Par comparaison, l'App Store d'Apple, qui est généralement considéré comme assez rapace, prend une commission de 30%. Mais il n'y a pas que le développement de jeux qui rapporte de l'argent sur Roblox. L'autre moteur économique de la plateforme, c'est la création d'objets payants. Vous commencez avec un avatar par défaut et quelques options de customisation, les vêtements, la coupe de cheveux, etc. Vous allez pouvoir tout changer, moyennant bien sûr des Robux. Vous pouvez acheter des accessoires, des animations et même des expressions faciales pour votre avatar. Il y a une partie de ces objets qui sont créés par les équipes de Roblox, mais la majorité sont créés directement par les utilisateurs. Par exemple, la youtubeuse Emily Elisa a créé ses lunettes de soleil rétro, vendues 1 dollar à l'unité, elle lui aurait rapporté 62 000 dollars. Alors bien sûr, Elisa a plus de 570 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, donc ça explique qu'elle fasse autant de ventes. Mais il n'y a pas besoin d'être un youtubeur célèbre pour proposer des objets sur Roblox. Bien que Roblox soit officiellement gratuit, il y a un abonnement payant, Roblox Premium, et quand vous êtes sur Roblox Premium, vous allez pouvoir échanger les objets que vous possédez avec d'autres joueurs, soit contre leurs propres objets, soit contre des Robux. Donc fondamentalement, Roblox est une place de marché dont le modèle économique est conçu pour réduire la friction. Il y a beaucoup d'objets qui sont très peu chers, vous les payez avec une monnaie virtuelle donc vous avez moins l'impression de dépenser du vrai argent, et si Roblox insiste autant dans la notion d'expérience dans sa communication, c'est parce que l'aspect social des jeux de la plateforme permet d'appuyer sur un des leviers d'achat les plus puissants, qui est l'identité. Et ça c'est quelque chose qui a été à ce stade très bien démontré, notamment par Fortnite, c'est qu'à partir du moment où les gens vont passer toute une partie de leur vie sociale sur une certaine plateforme, ils sont prêts à payer, y compris payer du vrai argent, pour pouvoir personnaliser leur avatar, et essentiellement pouvoir s'exprimer de manière plus authentique sur cette plateforme. Ce mélange entre une place de marché et une plateforme de jeux vidéo sociaux rappelle une expérience qui a été tentée en 2003 qui s'appelait Second Life. À l'époque de sa sortie, Second Life c'était un ovni. C'est un monde virtuel en 3D auquel on accède en ligne. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas non plus vraiment un réseau social. La carte est composée d'îlots au milieu d'un océan. Lorsque vous commencez une partie de Second Life, votre avatar apparaît sur une île. Et à partir de là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser votre avatar pendant des heures, explorer le monde, trouver un bout de terre pour construire une maison que vous allez à son tour customiser pendant des heures, etc. Cet univers étrange a bénéficié d'une grosse attention médiatique pendant les premières années de son existence, à tel point que des entreprises comme Dell ou American Apparel ont construit leur propre île sur Second Life pour avoir une vitrine dans ce monde virtuel. Et pour comprendre l'intérêt de tout ça, on doit parler d'une notion qui excite pas mal de monde dans le milieu de la tech, c'est le métaverse. Le métaverse, c'est un concept qui vient du roman de science-fiction Snow Crash, qui est publié en 92. Pour faire très simple, le métaverse repose sur deux idées. Premièrement, c'est la superposition entre Internet et le monde réel, comme dans Pokémon Go par exemple, où la localisation des Pokémon que vous récoltez dans le jeu dépend de votre localisation dans le monde réel. Deuxièmement, c'est l'interconnexion de tous les univers virtuels, comme dans Ready Player One, où vous pouvez utiliser la voiture de Retour vers le futur avant de vous balader dans l'hôtel The Shining. Et donc justement, avant que les entreprises désertent Second Life aux alentours de la crise financière de 2008, on trouvait un début de superposition entre le monde virtuel et le monde réel dans ce jeu-là. Par exemple, vous pouviez commander un ordinateur Dell dans Second Life et le recevoir chez vous dans votre vrai logement. Donc c'était du e-commerce, mais au lieu d'avoir votre fiche produit dans une page web, vous pouviez déambuler dans un lieu virtuel en 3D et choisir votre ordinateur. Mais en réalité, Second Life n'a jamais été un vrai métaverse. Il n'a jamais vraiment correctement connecté le monde réel avec ce monde virtuel et il n'a jamais correctement interconnecté tous les mondes virtuels possibles. Aujourd'hui, les technologies ont bien avancé et on se rapproche de plus en plus de l'idée que le métaverse devient possible.
Mais pour Second Life, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est perçu comme un truc has-been pour les quadragénaires. Évidemment, Roblox n'a pas ce problème. Au contraire, il aurait plutôt le problème inverse. C'est-à-dire que les utilisateurs sont encore un peu trop jeunes pour concrétiser un véritable métaverse. Autrement dit, il serait probablement possible techniquement aujourd'hui de créer dans Roblox une boutique où vous pourriez acheter de vrais meubles pour votre vraie maison et réaliser ainsi un pan de la vision de Second Life. Le seul problème, c'est que les 2 tiers des utilisateurs de Roblox ont moins de 16 ans, donc ils n'achètent pas encore de meubles. Mais dans 10 ans, ces enfants seront des jeunes adultes. Et donc certains investisseurs pensent que Roblox a une chance d'engendrer le premier vrai métaverse. Donc il y a 2 manières ici de voir les choses. La première, c'est qu'il y a un public qui est trop jeune, donc il y a un pouvoir d'achat qui est limité. Donc Roblox ne peut pas vraiment intégrer son économie virtuelle à l'économie réelle, donc il n'arrivera pas à créer d'effet de réseau. Donc on aura le même problème que Second Life quand les entreprises ont quitté la plateforme, c'est-à-dire une technologie qui est intéressante, mais qui n'a pas d'usage sérieux. Mais la deuxième manière de voir les choses, c'est que le public actuel de Roblox, ça représente les futures générations. Et comme ce public s'habitue de plus en plus à un métaverse pour enfants, en grandissant, il sera prêt, voire demandeur, d'un métaverse pour adultes. Aujourd'hui, les investisseurs valorisent Roblox à 45 milliards de dollars. Mais pas juste parce qu'ils pensent que c'est un jeu mignon pour les enfants qui fait de bonnes commissions sur la monnaie virtuelle. Ils posent un pari que Roblox a une opportunité de réaliser une vision vieille de 30 ans, celle d'un univers virtuel dans lequel on peut réellement vivre sa vie. Non seulement un univers dans lequel on peut jouer à des jeux, mais aussi gagner de l'argent, vivre sa vie sociale et peut-être même trouver l'amour. Au début des années 2000, Second Life a essayé de créer une version numérique des boîtes de nuit et des défilés de mode et du marché de l'immobilier et même de nos vies sexuelles. Ça n'a pas marché, mais pas forcément parce que c'était une mauvaise idée dans l'absolu. Peut-être qu'ils étaient juste trop tôt. Mais dans 5 à 10 ans, est-ce que les enfants qui ont grandi sur Roblox ne trouveront pas ça naturel d'aller en boîte de nuit sur Internet? Fortnite organise déjà des concerts. Aux États-Unis, Internet est maintenant la manière la plus courante dont les couples se rencontrent. Et bien sûr, ce genre de tendances ont toujours leurs sceptiques, mais le monde va clairement dans cette direction. Les anciennes générations qui ont plus de 25 ans aujourd'hui vont bougonner, tout comme nos parents ont traîné les pieds sur l'adoption du smartphone. Mais les enfants d'aujourd'hui n'auront pas cette réticence. Ils auront tous les bons réflexes et se sentiront à l'aise dans ce monde virtuel, parce qu'ils y auront passé toute une partie de leur enfance. Si l'hypothèse du métaverse vient à se réaliser, sa valeur ne se comptera pas en dizaines ni même en centaines de milliards. La valeur du métaverse, c'est approximativement la valeur de l'ensemble de l'économie. Et Roblox détient déjà l'audience qui sont, dès aujourd'hui, les utilisateurs de la version bêta du métaverse. Donc comme je vous disais, c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like et un commentaire pour le référencement. On est sur ma 2e chaîne, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci. Je vais vous mettre ici une playlist de mes autres analyses. Dernièrement, on a analysé des sujets aussi variés que Jordan Peterson, Apple, Netflix, Spotify et même Yomi Denzel. Et si vous voulez apprendre comment utiliser la psychologie humaine pour monter votre propre business sur le web, j'ai une formation par email gratuite de 7 jours que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de moi. À la prochaine.